Bonjour, oui, effectivement, ça va être un peu différent comme sujet par rapport au sujet précédent. Donc, moi, je suis Guillemette Beauclincor, je suis une ancienne lyonnaise, puisque j'ai fait mes études à Lyon et j'ai intégré le laboratoire du professeur Garrib en 1979 pour un CN biologie humaine. Et avec lui, j'ai eu le plaisir de faire toutes les expériences sur les astronautes français, donc depuis Jean-Loup Chrétien jusqu'à Claudie Aigneret. Et ensuite, je suis partie au CNES pour m'occuper donc des sciences de la vie et de la médecine spatiale. Donc à l'époque de Jean-Loup Chrétien, on était 2 laboratoires en France, le nôtre et celui de neurosciences. Et actuellement, j'ai 45 laboratoires dont je m'occupe dans toute la France. Donc ça passe absolument par toutes les spécialités, depuis le gène jusqu'à l'organisme entier, en passant par les vers de terre, les plantes, les animaux, enfin tout ce qui peut exister sur cette planète. Alors, je ne savais pas bien quoi vous raconter, mais voilà, je n'avais pas un truc très précis. Mais je vais simplement vous donner une idée des recherches qu'on fait. En fait, on ne fait pas des recherches dans l'espace pour faire des recherches, c'est simplement pour vous montrer qu'effectivement, tout ce qu'on fait dans l'espace a de retombées sur Terre. Alors là, je ne vous parlerai pas de tous les appareils qu'on fabrique pour monter dans la Station spatiale internationale, pour monter sur la Lune et sur Mars, mais simplement, je vous donnerai juste, parce qu'en 20 minutes, juste un petit aperçu de ce qu'on fait comme recherche. Alors pourquoi on étudie les effets de la gravité sur le vivant? Bon, on sait que, on va peut-être le voir tout à l'heure plus précisément, que la gravité est une contrainte évolutive majeure et que sans gravité, on n'a aucune contrainte mécanique. Donc, on a une inactivité physique qui va nous conduire à des problèmes au niveau du système nerveux, du système cardiovasculaire, de l'os, des muscles, du métabolisme, immunologie, etc. Et j'en passe. Donc, quels sont les défis sociétaux des recherches spatiales? C'est d'abord de voir la maladaptation à la sédentarité. Mais le deuxième défi, qui est aussi important pour nous, si ce n'est plus, c'est le défi spatial, c'est-à-dire développer des contre-mesures pour essayer d'aller contre toutes ces modifications physiologiques pour assurer la santé et la performance de nos astronautes. Et actuellement, maintenant, bon, vous savez que la Station spatiale internationale va se terminer en 2030. Donc actuellement, nous travaillons sur les voyages lunaires et martiens qui, eux, ont des problématiques encore très différentes de l'ISS. Alors, je vous ai dit que la gravité était une contrainte évolutive. En effet, si on n'avait pas besoin de gravité, on n'aurait pas un système cardiovasculaire aussi évolué, etc. Donc, en fait, la gravité, elle a des impacts sur les os, sur les muscles, sur le système vestibulaire, le système nerveux central, le système cardiovasculaire. Et là, je ne vous parle que de la physiologie, je ne vous parle pas des plantes, etc. Et au cours de nos vols spatiaux, qu'est-ce qui se passe? On a une perte d'os, on a une atrophie musculaire très importante, on a le vestibule qui fait des siennes et on a un déconditionnement cardiovasculaire. Alors je vous rassure, toutes ces modifications sont réversibles, pas avec la même échelle. On va dire que le cœur, dont on avait si peur qu'il y ait des problèmes à l'époque, puisque quand les Russes ont lancé l'Aïka, ils pensaient que c'est le cœur qui allait exploser, en fait pas du tout. Donc en fait, c'est le cœur qui se remet plus rapidement, on va dire, que les autres organes. Alors le gros souci pour les vols pour Mars et pour la Lune, c'est essentiellement l'os, parce que l'os a quand même beaucoup de mal à se remettre. Et en fait, les modifications sont proportionnelles pour le muscle et pour l'os à la longueur des vols spatiaux. Ah, qui va pas là. Pourquoi ça passe plus? Ah. Alors, quelles sont les causes de ces pathologies? Alors, en fait, elles sont multiples, on va dire. Bon, la microgravité. Vous savez que quand on est dans l'espace, on n'a plus accès au sol et donc on a un gradient 0G. Mais également, les radiations. Alors, dans l'ISS, on n'a pas trop de problèmes de radiation parce qu'en fait, il y en a très peu. Mais par contre, je vous disais tout à l'heure que pour la Lune et pour Mars, c'est un problème beaucoup plus difficile, notamment à cause des radiations, parce que là, ils vont se ramasser des champs, des bains de radiation qui sont quand même très très importants. Donc on est en train de faire énormément d'études en ce moment. Enfin, le CNES fait des études sur tout ce qui est ballons, etc., qu'on envoie pour voir comment les cellules se comportent. Mais il y a également le confinement et l'isolement, parce que dans les stations, vous savez que c'est quand même petit. Donc en fait, ils ont beaucoup de mal à se déplacer. Donc en fait, il y a une espèce d'hypokinésie qui s'installe et qui a des répercussions quand même très importantes. C'est pour ça que l'on fait beaucoup d'expériences en fait en confinement, en isolement dans les bases arctiques, Concordia, etc.
Et bien sûr, une modification des rythmes circadiens, puisqu'en fait, dans la station, il tourne 16 fois autour de la station, ça tourne 16 fois autour de la Terre. Donc en fait, toutes les 45 minutes, vous avez le Soleil, 45 minutes nuit. Alors vous voyez vos cycles circadiens qui sont quand même pas mal démolis. Et tout ça, de plus, il y a une inactivité physique, c'est à ça que je veux en revenir, avec un vieillissement accéléré. On appelle ça un vieillissement accéléré, mais un vieillissement qui est réversible, alors que dans notre planète, sur Terre, notre vieillissement n'est pas réversible. Alors en fait, on s'est rendu compte que la sédentarité et que la microgravité étaient très similaires, la sédentarité au vieillissement, puisqu'on a des problèmes de cognition, de régulation vestibulaire, de déconditionnement cardiovasculaire, de perte osseuse, qui vont provoquer des maladies métaboliques et des atrophies musculaires et de l'immunologie. Je rappelle que l'inactivité, la sédentarité tue autant pratiquement que le tabac dans le monde. Alors, comment est-ce qu'on va aider, comment nous, les sciences spatiales, on aide à comprendre le vieillissement humain? J'ai compris que c'était à peu près ça que vous vouliez savoir. Alors, vous savez que la population est très vieillissante, puisque dans l'espace d'une centaine d'années, le recul du décès a énormément progressé. Donc, de toute façon, on aura de plus en plus de gens vieillissants sur notre planète. Alors, c'est quoi en fait le vieillissement? Donc, c'est la physiologie d'un processus inévitable. Donc, vous le savez aussi bien que moi, le système musculaire, les altérations du foie, des fonctions rénales, du système osseux, des troubles digestifs, du système cardiovasculaire, du système respiratoire et du système nerveux. Alors, comment peut-on reproduire en fait, comment les étudier sans faire vieillir les gens à toute vitesse sur Terre? En fait, il faut créer les mêmes altérations chez un sujet jeune, mais en bonne santé. Et à ce moment-là, on va pouvoir étudier toute l'évolution des maladies. Et pour ça, on a à notre disposition nos petits astronautes qui sont prêts à partir et à faire toutes les expériences qu'on veut sur eux, ou presque. Voilà. Donc le vieillissement, c'est un état altéré. Le voyage spatial, c'est l'altération similaire au vieillissement chez des sujets sains. Donc en fait, c'est une très bonne approche et des études très importantes qu'on peut faire. Alors je vous rappelle que le niveau d'activité physique dans le monde entier a beaucoup diminué, puisque en 150 ans, on a 16 km, en moyenne, on fait 16 km par jour de moins que nos prédécesseurs il y a 150 ans. Et en fait, 5% des Américains suivent les niveaux de recommandation sur l'activité physique, c'est-à-dire que ça fait quand même pas beaucoup. Et d'ailleurs, quand on demande aux gens, quand on fait des sélections pour les bed rest, etc., on demande aux gens, votre avis, vous faites combien de pas par jour? Bon, on va dire 10 000, en fait, ils en font 2 000. En fait, les gens ne se rendent pas compte du tout de l'activité qu'ils ont. C'est ça qui est très embêtant, en fait. Et on a vu qu'en 20 ans, les enfants ont perdu 10% de leur VO2 max, ce qui est colossal. Ah, mais c'est pas vrai. Donc, je vous disais, la sédentarité et la malnutrition sont la seconde cause de mortalité aux USA, après le tabac et avant même l'alcool. Donc, on a tous ces syndromes, en fait, métaboliques que l'on retrouve, en fait, quand on fait des expériences en microgravité, donc diabète, obésité, résistance à l'insuline, dyslipidémie, sarcopénie, athérosclérose, hypertension, cardiovasculaire, pathologie, etc. En fait, on a toutes ces pathologies-là quand on est astronaute. Alors, quels sont les résumés, en fait, un environnement spatial, c'est quoi? Et en fait, il y a deux grandes choses. Donc, il y a la microgravité. Donc, il y a une diminution de la pression hydrostatique, puisqu'en fait, vous n'avez plus de pression hydrostatique. Et vous avez une inactivité physique. Et ceci va donc provoquer des modifications. Je ne vais pas passer sur tout le truc, mais c'est simplement pour montrer que ça apporte exactement les mêmes modifications que l'inactivité physique. Alors, quel modèle d'étude avons-nous? Alors, d'abord, pour étudier un peu les mécanismes. Donc, nous avons différents modèles d'études. Bon, l'astronaute qui monte dans la Station spatiale internationale ou dans Mir avant. Ensuite, on a pas mal de méthodes de simulation de microgravité. Le CNES a une clinique spatiale à Toulouse et qui s'appelle le MEDES, et dans lequel on peut faire énormément d'expériences. Alors, on fait des expériences de bed rest, de décubitus anti-orthostatique, c'est-à-dire qu'on couche des gens la tête en bas à moins 6 degrés et on les laisse pendant X jours. Et on peut également, ce qui apporte des modifications encore plus importantes et plus rapides, on va dire, on a l'immersion sèche où les gens sont dans une baignoire en fait,
Alors bien sûr, ils ne peuvent pas macérer dans l'eau, hein. Donc en fait, ils ont une toile entre le corps et l'eau de façon à ne pas macérer. Mais nous, on s'est amusé avec M. Guérin bien des années, hein, il y a peut-être en 82-83, à faire ça dans la piscine d'Édouard Herriot. On a également des stations genre Concordia, donc où on fait beaucoup de confinement, etc. Donc, et bien sûr des modèles de rats qu'on appelle les rats suspendus par le train postérieur. Voilà. Donc je vous disais par exemple les modèles d'inactivité. Donc le CNES a payé des campagnes d'alitement. Donc on a fait des campagnes d'alitement de 90 jours, de 60 jours, 42 jours, 21 jours, 7 jours. Donc les scientifiques ont à leur disposition une période de contrôle d'environ 15 jours, où là ils font toutes les expériences qu'ils veulent sur les sujets en pré-bed rest. Ensuite les expériences pendant le bed rest, ensuite les expériences après le bed rest. Alors, je vous disais tout à l'heure, en fait, nous, si vous voulez, notre problème, c'est de maintenir nos astronautes en bonne santé. Et on sait que si on les laisse pendant 6 mois ou 1 an dans la Station spatiale internationale, et encore plus sur la Lune ou sur Mars, leur état se dégrade quand même. Donc nous, notre grand problème, c'est de trouver des contre-mesures efficaces. Donc en fait, comme contre-mesure efficace, jusqu'à maintenant, on a dit exercice physique, puisqu'on a dit c'est une activité physique, donc on va faire des exercices physiques. Mais en fait, on se rend compte que ça marche pas très bien. Donc en fait, on fait des centrifugations, centrifuge les gens pour remettre le sang dans la partie inférieure du corps. On a fait pas mal aussi de bed rest nutritionnel avec des cocktails d'antioxydants, etc. Mais en fait, on se rend compte qu'il n'y a rien qui marche. Il faut en fait une combinaison de contre-mesures. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. En fait, nous, notre enjeu, c'est optimiser les contre-mesures, puisqu'on a un déconditionnement de l'appareil locomoteur et une diminution des performances des astronautes. Or, un astronaute qui monte dans la station, c'est pas pour faire le clown, jouer avec les oranges, comme on a vu Thomas Pesquet. En fait, ils font à peu près 200 expériences pendant leur mission. Donc, si vous voulez, ils sont quand même très, très actifs, 200 expériences scientifiques, plus tout ce qui est maintenance de la station, sortie extravéhiculaire, etc. Donc, si vous voulez, il faut vraiment qu'ils soient en bonne santé, quoi. Alors, je vous ai juste montré 2 petits exemples. Là, je vais vous montrer, en fait, alors, donc, au niveau musculaire, nous, on sait que, bon, le muscle squelettique, c'est le tissu le plus abondant. Donc, il s'adapte facilement aux différents stress. Donc, au niveau des vols spatiaux, il s'adapte, mais enfin, il est comme très abîmé. Donc, on regarde, les labos qui travaillent sur le muscle regardent tout ce qui est remodelage musculaire. Donc, soit s'il y a une hypertrophie, ce qui n'est pas le cas, soit une atrophie qui est quand même très importante. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec la diminution de la masse musculaire, la diminution de la force musculaire également, donc la diminution des deux, donc effectivement, ils ont une performance physique qui est quand même très altérée. Et ils ont une diminution de VO2 max qui est très importante. Alors en fait, ce qu'il y a de bien avec les expériences spatiales, en fait, actuellement, si vous voulez, les physiologistes, ils travaillent tous dans leur coin, que ce soit au CNRS, à l'INSERM, il y en a qui travaillent sur le muscle, sur le cœur. Alors que nous, en fait, on permet aux scientifiques, on a un groupement, je vous ai dit 45 labos à peu près, on permet aux scientifiques de faire de la physiologie intégrée. C'est-à-dire qu'ils ont à disposition, mettons, 10 ou 15 personnes pendant les bed rest, et le gars qui travaille sur le cardiovasculaire va parler avec celui qui travaille sur le système osseux, sur le muscle, etc. Donc en fait, après on fait des conférences, on fait des réunions pour voir effectivement quelles ont été les modifications chez le même individu de tous les systèmes. C'est quand même très intéressant pour les scientifiques. Ils disent que c'est qu'avec le CNES qu'ils peuvent faire ce genre de manip. Donc en fait, on travaille donc de l'organe jusqu'à la fibre. Donc il y a une modification des fibres lentes et des fibres rapides. Et on se rend compte que, en fait, vous voyez, la perte de muscle, le pourcentage de perte de muscle augmente parallèlement au nombre de jours de vol. Donc en fait, plus vous allez aller là-haut, plus vous allez perdre de muscle. Alors jusqu'à maintenant, ils n'ont quand même pas tout perdu, heureusement, mais il y a quand même une perte assez importante. Et ensuite, on travaille également au niveau, par exemple, de la chaîne respiratoire mitochondriale. Donc on s'est aperçu en fait que les mitochondries étaient beaucoup moins nombreuses et faisaient beaucoup moins bien leur travail. Et voilà, donc pour vous montrer simplement, donc l'organe entier, les fibres, les mitochondries, donc on va quand même très très loin, et également tout ce qui est gènes. Donc en fait, vous savez que c'est la grande mode, donc, mais on se rend compte qu'effectivement, on a quand même beaucoup d'écart d'un astronaute à l'autre, surtout au niveau de l'os, et on pense que la partie génétique est quand même très très importante. Mais bon, on ne pourra pas sélectionner les astronautes en fonction de leurs gènes, c'est pas très éthique. Voilà. Alors en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ces modifications
musculaire était associé en fait au trouble métabolique. Ce qui est intéressant, donc en fait, on voit qu'on a une augmentation de l'insuline, une augmentation des triglycérides et une diminution de l'oxydation lipidique. Donc en fait, l'organisme ne peut pas se débarrasser de tous les lipides qui traînent comme ça. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ces lipides, ils vont être stockés de façon ectopique, c'est-à-dire c'est pas un endroit normal pour stocker les lipides, dans le muscle, dans la moelle épinière, dans le pancréas, dans le foie. C'est ce qu'on appelle le foie gras. Pour les gens qui sont... Alors jusqu'à maintenant, on croyait que c'était quand même essentiellement des gens qui avaient le syndrome métabolique, c'était quand même souvent des gens qui étaient en surpoids, etc. Et en fait, on se rend compte que même en étant pas en surpoids, on peut quand même avoir, en faisant aucun exercice musculaire, on peut quand même avoir une accumulation, un stockage ectopique des lipides, ce qui est quand même très intéressant à savoir. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une diminution de la consommation maximale d'oxygène. C'est quand même ce qui dénote si vous êtes sportif ou pas, hein, votre consommation maximale d'oxygène. Et en fait, vous voyez qu'entre avant le vol et après le vol, on a à peu près 20% de diminution. Et 20% de diminution, c'est 20 ans. Donc, en 6 mois, dans l'espace similaire à 20 ans sur Terre. En fait, 6 mois d'espace correspond à 20 ans de perte de VO2 max sur Terre. Que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Alors donc, je vous disais tout à l'heure qu'on parlait de contre-mesure, donc l'exercice musculaire aide quand même un petit peu. Et maintenant, le nouveau dada d'un de mes labos de Strasbourg, c'est de dire on va faire de l'exercice musculaire d'abord, parce que là pour l'instant tout le monde fait 2 heures de pédalage par jour. On va faire de l'exercice musculaire en fonction des gens, donc on va faire un truc très ciblé sur les gens, et on va faire des exercices musculaires intermittents. C'est-à-dire que vous savez que être 1 heure assise dans un canapé ou sur une chaise amphithéâtre, c'est pas bon, il faut vous lever toutes les demi-heures ou toutes les 3 quarts d'heure. Donc en fait, on va faire des exercices intermittents à nos astronautes, c'est-à-dire pendant une demi-heure ils vont faire, après ils vont s'arrêter, après ils vont refaire, etc. Plutôt que de faire 2 heures d'affilée pour tout le monde le même. Alors il y a l'os, je vous parle simplement du muscle et de l'os parce que le reste, je ne sais pas si ça vous intéresse, le cardiovasque et tout ça, mais bon. Donc en fait, on a une fragilité osseuse. Qui est très importante et on a une perte d'os. Alors ça, c'est le gros problème pour Mars et pour la Lune parce qu'en fait, la perte d'os est vraiment, vraiment parallèle au temps. En fait, ça fait... on a quand même des astronautes au bout de 6 mois qui ont perdu 30%. Hein, ce qui est quand même énorme, hein, de calcium dans les os. Parce qu'en fait, il y a une modification entre la formation et la résorption. Et en fait, il y a plus de résorption que de formation. Alors que ce sont des gens quand même qui sont relativement jeunes, quoi. Ils ont entre 40 et 45 ans. Donc on a une balance négative qui est très importante. Et le problème, c'est donc qu'on a, après 6 mois de vol, on a un volume osseux trabéculaire qui a quand même perdu 2%, ce qui est quand même pas mal. Une épaisseur corticale 4%, et par contre, la porosité corticale, elle a augmenté. Donc on a, au bout d'1 an, donc on fait des expériences sur les astronautes 2 fois avant le vol, différents temps du vol, et puis au bout de 8 jours, en fonction des systèmes, par exemple cardiovasculaire et tout ça, et l'eau jusqu'à 1 an. Et maintenant, on a demandé à la NASA de faire notre programme jusqu'à 18 mois, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on n'avait aucune récupération au bout de 1 an de retour sur Terre. Et ça pose surtout des problèmes au niveau des fractures, en fait. Ils sont plus fragiles, surtout qu'ils reprennent très vite le sport, etc. Donc ils sont quand même beaucoup plus fragiles. Donc la perte osseuse est quand même 4 fois plus rapide que dans une population à risque, donc après la ménopause. Et donc on est vraiment obligé là de mettre des contre-mesures. Alors les contre-mesures qui marchent pour l'os et le muscle, c'est pas évident de trouver celles qui marchent pour les deux. Voilà. Donc les contre-mesures potentielles, je vous disais, donc c'est l'exercice physique, le LBNP, les brassards de cuisse, et puis les nouveaux protocoles d'exercice avec des exercices intermittents, puis un peu de chronobiologie. Alors une activité physique, alors quels effets? Donc en fait on se rend compte que si c'est que le vieillissement en fait, soit vous partez du côté mauvaise alimentation, sédentarité, soit vous partez du côté bonne alimentation, activité physique. Alors nous, c'est bonne alimentation et sédentarité, on va dire, donc on est un peu au milieu des deux, et en fait, on se rend compte que la masse musculaire diminue. Alors, on a un tissu adipeux intramusculaire qui est diminué, dans le cas où vous êtes en bonne santé, vous faites de l'activité physique. Par contre, il est augmenté si vous restez dans votre fauteuil. On a quand même une altération à peu près de tous les systèmes quand on est vraiment en sédentarité, par rapport à l'activité physique quand on vieillit, bien sûr. Donc les mitochondries, par exemple, qui est quand même la chaîne respiratoire très importante, restent saines grâce à l'activité physique et on a une résistance à l'insuline, alors que dans l'autre cas, on a une sensibilité à l'insuline. Donc effectivement, il faut mieux faire du sport que d'être sédentaire. Alors voilà, donc en conclusion, donc on a l'activité physique, on a la protection des systèmes physiologiques.
Donc pour avoir une meilleure autonomie, une fonction physique qui est bonne, une qualité de vie, des gains d'années de vie en bonne santé et une longévité. Et pour conclure, je vous dirais simplement que les sciences spatiales permettent de comprendre les effets de l'inactivité physique sur le corps et la physiologie du vieillissement. Donc c'est quand même très important. Bon, là, je vous ai parlé que des manips de physio, mais on a également tout ce qui est instruments, échographes portables, etc., qu'on fabrique pour la station, qui après a des retombées sur Terre. Que le vieillissement est un processus physiologique naturel et inévitable, mais on peut peut-être essayer de le retarder, et qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à être actif. Voilà. Merci de votre attention.